Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. Vous avez passé un bon week-end ? Nous voici le lundi 26 août 2024 et Paris n'a toujours pas retrouvé ses Parisiennes et Parisiens. Les avenues et les places sont quasi désertes et alors que les Jeux paralympiques débutent ce mercredi, la rentrée politique, elle, commence à peine à pointer le bout de son nez. Vous nous regardez comme d'habitude via le canal 350 de la Freebox, le fil 24/7 en direct sur notre chaîne YouTube ou via notre site internet lemediatv.fr où d'ailleurs, vous le savez, vous attend notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des chaînes TNT. Vous êtes déjà plus de 50 000 à l'avoir signé. Merci, continuez. Et sans plus attendre, on débute tout de suite avec mon édito du jour où on va revenir sur les tractations autour de Matignon et le coup de Mélenchon avant d'enchaîner sur les deux actus du jour sélectionnés et traités par la rédaction du Média. C'est parti. Si la mauvaise foi est un cancer, certains sont en phase terminale. La fin de l'été approche, tout du moins celle du mois d'août, qui est là, et nous, où en sommes-nous politiquement ? Au point mort, ou plutôt au point macroniste. Car nous n'avons eu de cesse de le constater et de le rabâcher, c'est le camp présidentiel qui s'accroche à la rampe en refusant de reconnaître le NFP comme le gagnant des élections. En réalité, et là aussi je vous le répète, si la situation est bloquée depuis des semaines, c'est du fait et du simple fait d'Emmanuel Macron et de son courroux. Lui qui avait prévu un tout autre plan, celui de voir le Rassemblement national très haut et lui juste devant, tel le héros d'une mauvaise BD. Quitte à devenir le président qui aurait donné le pouvoir à l'extrême droite. Un risque que son camp était prêt, absolument prêt à prendre. Souvenez-vous de sa conférence de presse du 12 juin dernier, celle d'après-dissolution, où il ne cessait de parler des extrêmes, LFI et RN mêlés, pour lesquels un Français sur deux, disait-il à ce moment-là, aurait voté aux européennes. Eh bien, en off, c'est-à-dire après, en coulisses, nous avons pu discuter avec ses très proches conseillers. L'un d'entre eux nous a alors sorti un « Ce n'est pas au président d'expliquer le risque de voter aux extrêmes, mais à vous, journalistes ». Faisant la mine de ne pas comprendre la question que certains de mes confrères posaient, certes, avec de grosses pincettes. Alors, j'y suis allé franchement. Ce qu'on vous demande, c'est quel est votre plan B si le RN arrive en tête aux législatives et Bardella à Matignon ? Je me souviendrai toujours de sa tête à ce conseiller du président quand il m'a répondu « Vous avez entendu le président ? Nous n'avons pas l'esprit de défaite. » Autrement dit, vous n'avez pas de plan B. Vous jouez avec la vie des gens, c'est ça ? Lui ai-je alors rétorqué devant l'assistance composée alors de tous les journalistes politiques du pays, médusés. Car en effet, il n'avait pas de plan B. Pire, il finit par me lâcher, et je le cite, « Ce n'est pas de notre faute si les Français votent mal ». Franchement choqué à ce moment-là, je le relance en lui demandant « Vous nous dites là que les Français qui ne votent pas pour votre parti votent mal ?» Eh bien voilà l'esprit dans lequel est la Macronie depuis le départ. C'est eux ou rien. Et ils sont capables de beaucoup, peut-être même de tout, pour imposer cela jusqu'à nous jeter sous le bus. Souvenez-vous de l'appel de la secrétaire d'État Marlène Schiappa et des députés LREM Laurent Martin et Olivia Grégoire dans le JDD en 2019. Qui est prêt à faire passer son pays avant son parti, clamait-il dans un appel destiné à toutes les sensibilités pour rejoindre leur parti ? Et je cite, « Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est ce qui fait encore la beauté du débat d'idées, mais nous serons rassemblés sur une destination » écrivait-il alors dans une sorte d'injonction faite à tous de soit rejoindre la Macronie, soit se placer dans une position d'anti-France. Un terme qu'ils finiront par reprendre à Maurras en 2024 pour qualifier les élus de la France insoumise. Vous voyez où je veux en venir. Samedi, Jean-Luc Mélenchon a pris un peu tout le monde de court avec une simple question. Nous ne serons jamais du côté du problème. Nous serons toujours du côté de la solution. Alors pour répondre bien franchement à votre question, c'est à mon tour de poser une question au chef des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives ? Pas sûr qu'Emmanuel Macron, qui aime se présenter fin stratège, ait vu venir le coup. La présence d'insoumis dans un éventuel gouvernement étant l'argument matraqué depuis des semaines pour justifier la position des macronistes et de la droite. Position qui magiquement a évolué donc depuis samedi vers un rejet pur et simple du NFP et de son programme, sans d'ailleurs jamais en avoir débattu précisément. Non, il leur suffit de crier au loup et de miser sur la peur,
comme l'a fait le chef du MEDEF ce matin sur France Inter. Qu'on se comprenne bien, la réaction des chefs d'entreprise, la réaction du MEDEF, ce ne seront pas des réactions politiques, ce sont des réactions économiques. S'il y a plus d'impôts, si on charge la barque en annulant la réforme des retraites, en augmentant le SMIC à la seule charge des entreprises, etc., immanquablement, ça va impacter les décisions des entreprises. Il y aura moins d'argent dans les entreprises pour embaucher, il y aura moins d'argent pour investir, et il y aura moins d'argent pour augmenter les salaires. Je parlais tout à l'heure du nombre record de dépôts de bilan. Écoutez, je suis désolé, ça va précipiter des dépôts de bilan. Avec l'augmentation du SMIC, je peux vous dire que dans la restauration collective, la sécurité, la propreté, mais aussi le bâtiment, la grande distribution, ça ne sera pas économiquement supportable. On ne s'en réjouit évidemment pas. Nous, tout ce dont on rêve et tout ce qu'on veut faire, c'est de réussir. Tout ce dont on rêve, tout ce qu'on veut faire, c'est de réussir, dit alors le porte-parole des premiers assistés de France. Ceux qui adorent exposer leur réussite, qui consiste à exploiter les travailleurs et critiquer l'État social, mais qui pleurent et exigent des milliards d'euros d'aide à la moindre difficulté. L'aide aux entreprises est le premier poste de dépense de l'État, près de 200 milliards d'euros par an. Le NFP serait alors synonyme de danger ultime et le MEDEF serait là pour nous en protéger. Pourtant, souvenez-vous, son prédécesseur, Geoffroy Roux de Bézieux, était bien moins paniqué face au risque de voir Le Pen arriver au pouvoir. Mieux, c'était un risque nécessaire. Écoutez-le, c'était en 2023. Un sondage paru dans le JDD hier indique qu'en cas de législative anticipée, c'est le RN qui profiterait de la situation en progressant de 7 points par rapport aux dernières élections. Ça vous étonne ? Non, je viens de le dire. Parfois, gouverner, c'est être impopulaire. Donc tant pis si cette réforme amène Marine Le Pen à l'Élysée dans 4 ans. À chaque fois, ils ont perdu des élections. Il y a c'est un risque à prendre, quoi. Non, mais c'est un risque nécessaire parce que sinon, l'alternative, c'est ne rien faire, ce qu'on a quand même beaucoup fait en France pendant très très longtemps. C'est toujours utile, les archives, n'est-ce pas ? Dans le cas présent, il nous permet de rappeler que le monde du business des gros sous, monde qui a enfanté M. Macron, préférera toujours les héritiers du fascisme à ceux qui se réclament de la défense du peuple et des opprimés, quitte à bafouer les principes démocratiques élémentaires comme la reconnaissance des élections. Et jouer la montre, comme vous le voyez, comme le fait le président de la République, tantôt pour cause olympique, tantôt pour organiser des réunions, des discussions, des échanges, des blablabla. À l'heure où l'on tourne d'ailleurs ce flash, il sort de son rencard avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti. Et Olivier Faure, lui-même reçu avec le reste des chefs du NFP vendredi dernier à l'Élysée, s'exprimait ce matin sur France Info. Ce qui posait difficulté au président de la République, c'est qu'il y avait la possibilité de ministres insoumis au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, a expliqué les choses. Il a dit « Je suis prêt à un gouvernement où les insoumis soutiennent, mais ne participent pas au gouvernement. » Et donc, le prétexte qui jusqu'ici servait à refuser la nomination de Lucie Castet est levé. Et donc, je ne vois pas d'obstacle désormais au fait que Lucie Castet soit nommée. Sans surprise, la réalité, c'est qu'avec ou sans LFI, c'est non. Madame Castet, c'est l'enfant des LFI. C'est l'enfant de M. Mélenchon. C'est alarmé le député LR Philippe Juvin. C'est un gros mensonge ? Oui, et alors ? Idem du côté de l'extrême droite lepéniste qui menace de censurer tout gouvernement qui est issu du NFP, mais surtout qui applique le programme du NFP selon les mots de Sébastien Chenu, mais aussi de Jordan Bardella en début de journée à la sortie du bureau d'Emmanuel Macron. Le RN comme cul et chemise avec les macronistes, comme le député Carl Olive, qui lui aussi pointe à un coup de com' des insoumis. En effet, joli coup qui permet de mettre en lumière l'hypocrisie de tous, car tous savent très bien que la présence des LFI était un prétexte pour refuser le programme politique de rupture que le NFP porte et qui a été placé en tête des législatives. Bien, et maintenant, Macron au pied du mur semble toujours chercher à esquiver le résultat des urnes, tel un adolescent contrarié. Mais combien de temps ce blocage va-t-il encore durer ? Et surtout, qui va être appelé à Matignon en fin de parcours ? Et pour quel projet de gouvernement ? Le feuilleton de l'été 2024 a encore quelques épisodes à nous offrir avant la véritable rentrée politique. Et poursuivons maintenant avec l'actualité du jour. Déjà plus de 2 semaines après le lancement de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk en Russie, et la tension continue de monter dans la région. Il y a peu, un porte-parole du gouvernement russe a déclaré qu'aucune négociation de cessez-le-feu n'était en cours avec l'Ukraine, alors que le gouvernement ukrainien a annoncé ce matin avoir été la cible d'une attaque russe, je cite, massive, visant les infrastructures énergétiques de 15 régions du pays. Cette attaque a provoqué d'importantes coupures d'électricité dans plusieurs villes du pays. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les 200 missiles et drones tirés par la Russie ont fait au moins 5 morts. Des explosions ont également retenti au-dessus de la capitale, Kiev, ce matin, selon nos confrères de l'AFP présents sur place.
Plusieurs quartiers de la ville ont été privés d'eau et d'électricité, a déclaré le maire Vitaly Klitschko. Dimanche, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a accusé la Biélorussie de masser un nombre significatif de soldats à leurs frontières, notamment dans la région bélarusse de Gomel, au nord de l'Ukraine. Sur ce point, l'Ukraine a déclaré que les exercices militaires dans cette zone frontalière constituaient une menace pour la sécurité mondiale du fait de la proximité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Pour rappel, les provinces de Koursk en Russie et de Kiev en Ukraine abritent toutes les deux d'importantes centrales nucléaires produisant de l'électricité pour les deux pays. Depuis le début du conflit, l'Agence internationale de l'énergie atomique met régulièrement en garde contre le risque d'un accident nucléaire, mais a été incapable d'atténuer les menaces qui y pèsent jusqu'à présent. Il y a plus d'une semaine, la Russie avait sollicité cette agence, accusant l'Ukraine d'avoir tenté de frapper la centrale nucléaire de Koursk sans toutefois présenter de preuves spécifiques. Au cours des 2 dernières années, la Russie a elle-même bombardé et pris par la force la centrale ukrainienne de Zaporijjia, en plus d'occuper temporairement le site contaminé de Tchernobyl, malgré les recommandations et mises en garde de Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et nous terminons ce Flash Info avec l'international. Du côté de la Palestine, l'armée israélienne a été une nouvelle fois accusée de torture. Les victimes auraient été des professionnels de santé qui officiaient à Gaza. Ces accusations viennent de l'ONG Human Rights Watch. L'organisation non gouvernementale dit avoir mené entre mars et juin 2024 des entretiens avec 8 professionnels de santé qui témoignent avoir été enlevés par l'armée israélienne de Gaza vers Israël entre novembre et décembre 2023. Des détentions arbitraires, sans inculpation, qui seraient alors allées de 7 jours à 5 mois. 6 d'entre eux ont déclaré avoir été arrêtés à la suite de sièges israéliens d'hôpitaux. L'ONG dit avoir transmis à l'armée israélienne et au service pénitentiaire israélien, le 13 août dernier, un courrier détaillant ses constatations préliminaires, mais n'a toujours pas eu de réponse à ce jour. Le plus inquiétant, ce sont les mauvais traitements que ces professionnels de santé disent avoir subis. Les 8 personnes déclarent avoir été forcées à se déshabiller, battues et contraints d'avoir les yeux bandés et les mains menottées, dans plusieurs cas pendant des semaines d'affilée. Ils ont aussi dit avoir subi des pressions pour avouer leur appartenance au mouvement Hamas, sous la menace de détention illimitée, de viol ou de meurtre de leur famille à Gaza. Ces événements se seraient produits dans la prison de Sde Taïman, déjà connue depuis de longs mois via les ONG israéliennes, pour des actes de torture qui auraient été constatés. C'est aussi là, souvenez-vous, qu'a eu lieu la manifestation d'extrême droite à laquelle avaient participé certains membres du gouvernement Netanyahou en soutien aux 9 soldats israéliens interpellés accusés d'avoir violé un détenu palestinien. Des témoignages d'autant plus inquiétants que l'ONU alerte depuis des mois également sur un système de santé gazaoui presque intégralement détruit dans la bande de Gaza, rendant l'accès aux soins quasiment impossible pour la population. C'est dans ce contexte que, par ailleurs, le procureur de la Cour pénale et internationale Karim Khan a exhorté les juges à statuer d'urgence sur le mandat d'arrêt requis contre Benyamin Netanyahou et le chef du Hamas, Yahya Sinwar. Pendant ce temps, au Caire, Israël et le Hamas ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur un accord pour un cessez-le-feu. Selon Reuters et l'AFP, Israël insiste pour maintenir une présence militaire entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte, tandis que le Hamas souhaite, lui, l'accord proposé par Joe Biden en juillet dernier, accord qui prévoyait le retour de déplacés et un retrait complet des troupes israéliennes de l'enclave. Merci beaucoup d'avoir suivi ce flash info de l'été du média. N'oubliez pas, vous le savez, de vous rendre sur lemediatv.fr ou plutôt tnt.lemediatv.fr pour y signer notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Mais aussi, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, devenez sociétaire de notre coopérative médiatique en vous abonnant sans engagement dès 5 € par mois et ou en nous faisant des dons ponctuels tout simplement. Car vous le savez, c'est vous et seulement vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne tout simplement. Continuez à le faire, c'est important, dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À bientôt et bonne soirée sur les médias.